qu'est-ce qu'il va observer l'enseignant? C'est que cet élève, il a des résultats meilleurs par rapport à l'année précédente. L'enseignant va conclure, à juste titre et de manière tout à fait légitime, que le redoublement est une mesure efficace. Alors ce constat, il est juste. Le problème, c'est que par la force des choses, il est limité. On ne sait pas ce que serait devenu l'élève s'il avait réussi. On ne sait pas puisqu'il a doublé ou qu'il a été maintenu. Mais c'est dans ces termes-là que les recherches qui portent sur le redoublement essayent de raisonner. C'est à ce type de questions que les chercheurs qui étudient le problème essayent de répondre. Alors comment s'y prennent-ils? Ils apparient des élèves qui ont des difficultés à l'identique, et l'inéquité de notre système éducatif fait que, à difficulté égale, on dirait à compétence égale, mais ici c'est plutôt à difficulté égale, à difficulté équivalente, certains redoublent et d'autres passent de classe. Le chercheur, plus facilement que l'enseignant, peut suivre le parcours scolaire de cet élève sur plusieurs années. L'enseignant, il l'a dans l'année qui suit, il peut éventuellement parler avec des collègues de manière relativement proche ou distante, mais le chercheur, lui, peut entreprendre une démarche plus systématique qui va permettre de suivre ses élèves sur une période plus longue qu'une année. Et qu'est-ce qu'on observe dans les recherches? On observe que les résultats de l'élève qui passe de classe sont encore meilleurs que les résultats de celui qui a doublé, à compétence équivalente au départ. Le constat des enseignants, il n'est pas faux. Oui, l'élève continue à progresser et à s'améliorer quand il double. Mais ce que les recherches permettent de montrer, c'est que s'il n'avait pas cette classe, cet élève aurait progressé encore plus. Comment concrètement fait-on pour mener de telles recherches? On fait passer des tests à une population d'élèves, à un échantillon d'élèves relativement important. Ça permet de repérer des élèves forts, des élèves moyens et des élèves faibles. Comme je vous l'ai dit, ces élèves, forts, moyens et faibles, on va les suivre sur une période plus ou moins longue, à l'aide de tests. Alors cette période, ça peut être quelques mois, mais ça peut être aussi plusieurs années d'une scolarité, comme c'est le cas ici. Donc avec ces épreuves externes, on va suivre les élèves, et on va remarquer que ceux qui étaient forts vont continuer à progresser. Les moyens vont continuer aussi à progresser. Les faibles qui passent de classe vont progresser aussi. Ils ne vont pas rattraper les moyens pour autant, mais ils vont continuer à progresser. Et ceux qui ont doublé vont progresser aussi, comme les enseignants le constatent dans la classe, mais ils vont moins progresser que les faibles qui avaient les mêmes difficultés et qui, eux, ont passé de classe. Il y a un écart qui reste important entre les deux types d'études. Un exemple concret, l'étude de Seibel, c'est un inspecteur français qui a fait passer un test en 1984 à 1100 élèves de l'enseignement primaire. Alors avant de la présenter, quelques mots sur la notion d'étude quasi expérimentale. Pour un chercheur, l'idéal qui voulait vraiment étudier le redoublement dans les règles de la recherche, on devait repérer toute une série d'élèves en difficulté et décider aléatoirement, celui-ci va doubler, celui-ci va réussir, et puis à l'autre après, aller comparer les résultats. Dans ce cadre-là, on parlerait d'études expérimentales. Vous comprenez bien, pour des raisons déontologiques évidentes, qu'on ne peut pas faire ce type d'études. Dès lors, on profite de l'inéquité de notre système, des différentes exigences entre classes, des différentes exigences entre enseignants, pour créer cette part d'aléatoire. Et donc, on le verra plus loin, selon l'enseignant qu'on a devant soi, à difficulté équivalente, on a plus ou moins de risque de doubler. Alors, Seibel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer un test en français, il a fait passer ce test à 1100 élèves, il l'a fait passer au mois de juin, avant que l'enseignant ne prenne des décisions de redoublement, et il l'a refait passer au mois de décembre. Bon. Grâce à ce test, Seibel repère des élèves forts, des élèves moyens, des élèves faibles qui, sur base des résultats à l'examen de l'enseignant, par exemple, vont passer de classe ou vont doubler. Pas sur base du test que Seibel, lui, a fait passer, sur base des résultats de l'enseignant. Donc, vous voyez par exemple que les forts obtiennent 86,5% en juin et les moyens 69,9%.
En décembre, Seibel refait passer une forme parallèle de ce test et il peut examiner les résultats des différentes catégories d'élèves à ces deux moments. Et on remarque que des élèves qui avaient des résultats plus ou moins comparables en juin ont en décembre des résultats assez divergents. Les faibles qui doublent, ils progressent de 4%. Mais les faibles qui passent de classe, eux, progressent de 17%. Ils ne rattrapent pas les moyens, ils n'arrivent pas à avoir la même moyenne que les élèves catégorisés moyens, mais ils progressent beaucoup plus que s'ils avaient doublé. Seibel a fait le même type d'études en mathématiques et il obtient aussi le même type de résultats. Là où les résultats étaient relativement comparables en juin, ils sont assez différents en décembre. Cette étude-là, elle date de 84, depuis il y en a d'autres qui ont été faites, et les plus récentes ont été réalisées avec des techniques de contrôle très sophistiquées qui permettent vraiment de s'assurer que les différents biais qui pouvaient jouer dans des études comme celle que je viens de présenter avant sont vraiment contrôlés. Ces études plus récentes, elles montrent que finalement, à court terme, maintenir un élève, ce n'est peut-être pas si négatif que ce qu'on avait tendance à penser par le passé. Dans quelques cas, maintenir ou faire redoubler un élève tôt dans sa scolarité, ça pourrait être légèrement positif pour 1 ou 2 ans. Ça renvoie encore une fois à ce constat que les enseignants font dans leur classe au jour le jour. Seulement les mêmes études montrent qu'à moyen et à long terme, les conséquences sont extrêmement négatives. En particulier, le maintien et le redoublement a un impact très négatif sur la confiance en soi des élèves et il accroît le risque que l'élève abandonne sa scolarité prématurément. Alors par rapport à ces recherches et notamment l'impact sur la confiance en soi, on entend souvent des enseignants nous dire « Oui mais non, le doublement c'est pas si négatif que ça. Les enfants ils ont quoi 6-7 ans pour eux, est-ce qu'ils se rendent oui, ils se rendent compte qu'ils doublent, mais est-ce qu'ils le vivent vraiment comme un échec? C'est peut-être quelque chose qui va dans l'ordre des choses, et la confiance en soi, elle n'est peut-être pas si affectée qu'on le prétend. On a demandé à notre échantillon de 719 enseignants de juger la proposition suivante. On a tendance à exagérer le rôle négatif du maintien en troisième maternelle. Celui-ci est rarement vécu par l'élève comme un échec. On a demandé en maternelle, donc aux 719 enseignants de maternelle, c'est la partie bleue, et aux 700 enseignants de première primaire, c'est la partie rose. On remarque que plus de 80% pensent que oui, on a tendance à exagérer le rôle négatif du maintien en troisième maternelle. Il n'est pas vécu par l'élève comme un échec. Donc vous voyez que plus de 50% des maternelles et plus de 60% des primaires sont d'accord avec la proposition, et plus de 30% des maternelles et plus de 20% des primaires sont tout à fait d'accord avec cette proposition. Résultats qui vont dans le même sens, l'enfant maintenu perd confiance en lui. Là aussi, c'est une proposition qu'on a demandé aux enseignants de troisième maternelle et aux enseignants de première primaire de juger. Et on remarque que plus de 90% pensent que non, l'enfant qui est maintenu ne perd pas confiance en lui. Alors, ces résultats-là, ils n'ont pas manqué de nous interpeller. Et on s'est dit, mais par rapport à ces résultats, c'est alors intéressant d'aller voir si, effectivement, les élèves qui ont doublé, est-ce qu'ils en parlent de manière affectée ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment cet effet sur la confiance en soi que les recherches mettent en évidence? Et donc, voici quelques propos d'élèves doublants. Il y a quelques extraits vidéo et j'ai pris aussi quelques extraits que j'ai dactylographiés. Premier extrait. J'ai doublé, on peut se moquer de moi que je suis belle. Bah, si je ne réponds pas bien, ils vont peut-être rigoler de moi, c'est ça que j'ai peur. Voilà donc Nicolas qui acquiert un peu cette idée que finalement il n'est pas intelligent, ou en tout cas que les autres élèves vont se moquer de lui parce qu'il est bête. C'est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres élèves. Quand j'ai doublé,
ça voulait dire que j'étais un mauvais élève. Quand j'ai appris que je doublais, j'ai pensé que je ne saurais pas lire. C'est normal de doubler, parce que quand on n'est pas trop intelligent, il faut doubler. C'est un élève qui double qui dit ça, c'est pas un élève qui a réussi, c'est un élève qui double. Et donc, ce manque d'intelligence qui va de pair avec le doublement, ça semble bien être une réalité pour ces élèves-là qui ont doublé. J'ai doublé ma première année, je me suis senti un peu faible, parce que les autres, ils se moquaient de moi. Ils me disaient, tu as doublé. Deuxième extrait. Parce que je dois être avec les autres. Il y a cette idée de voir les autres progresser et soit rester avec les petits, et peut-être que cette idée peut-être de se sentir en quelque sorte rabaissé par rapport aux autres, peut-être que ça attaque fortement la confiance en soi, et peut-être que c'est à travers cette comparaison avec ceux qui passent que la confiance en soi est vraiment la plus touchée. Ce n'est pas fait parce que les autres, ils sont en deuxième. Et moi, je suis encore avec les petits. Troisième extrait. Parce que je changeais tout le temps d'école et j'avais des petits problèmes. Les problèmes de calcul et tout ça, j'avais... En fait, ma maman, elle avait divorcé avec mon papa et j'étais fâchée alors je faisais pas bien le travail. Est-ce que tu as compris pourquoi Parce que je changeais tout le temps d'école. Comment réagissent tes parents dans cette situation? Sauter fâché. Parce que j'avais fait mon point pour passer, mais j'ai quand même doublé. Parce que j'avais des bons points pour passer, mais j'ai quand même doublé. Donc visiblement, il ne sait pas pourquoi il double cet enfant. On parle beaucoup de remédiation, et on a déjà rencontré des enseignants qui nous disent, mais le redoublement d'une certaine façon, c'est un peu une remédiation, c'est un moyen de revenir sur les difficultés. Pourquoi est-ce que ce n'est pas efficace? Le redoublement, il n'est pas efficace, c'est une mauvaise solution à un vrai problème. C'est une mauvaise solution parce que c'est du prêt à apporter là où il faudrait du sur-mesure. Tout d'abord, c'est une réponse tardive. Parfois, on attend 1 an avant de s'attaquer véritablement aux difficultés de l'élève. Quand on double, on ne refait pas uniquement ce qu'on ne sait pas faire, mais on fait aussi des choses qu'on sait très bien faire par ailleurs. Mais surtout, quand on double, on est replacé dans les conditions de son échec. C'est un peu comme si quelqu'un malade allait voir un médecin, le médecin lui prescrit des antibiotiques, il revient 2 semaines plus tard en disant « ça ne marche pas, je ne vais pas mieux », et le médecin lui prescrit les mêmes antibiotiques. Par ailleurs, l'élève qui double, il développe une image négative de lui-même, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de chercheur, un sentiment d'incompétence acquise ou une résignation apprise. Donc, si j'ai toujours des évaluations négatives avec du rouge ou des contrôles mal réussis alors que les autres réussissent bien, peut-être que finalement c'est moi qui ai un problème. Peut-être que finalement, effectivement, je suis peut-être un peu moins intelligent que les autres. Et si je suis moins intelligent, est-ce que ça vaut la peine vraiment de continuer à m'investir? Est-ce que je ne devrais pas plutôt commencer à me préparer psychologiquement au choc suivant, qui sera par exemple le doublement? Beaucoup d'élèves qui doublent ne savent pas vraiment pourquoi. Début d'année, nos collègues de l'USB sont allés interroger encore toute une série d'élèves qui, donc,